Y a-t-il trop d'artistes? Y a-t-il trop de professionnels de la culture? Y a-t-il trop de créateurs? Voilà une question qui revient, souvent à mots voilés, parfois de manière plus brutale, et qu'il ne faut pas prendre à la légère si on souhaite penser nos vies culturelles. Oui, en fait, si les artistes n'arrivent pas à diffuser leur spectacle, s'ils vivent dans la précarité, si certains ont besoin de subventions pour vivre, n'est-ce pas qu'ils et elles sont trop nombreux, trop nombreuses? Et d'ailleurs, combien sont-ils exactement? Et s'ils sont si nombreux, pourquoi? Voilà quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre dans ce podcast Parage Culture Société. Je suis Laurent Hérochom. Je vous parle à partir de Veynes, dans les Hautes-Alpes, centre du monde. Et vous pouvez retrouver Parage sur Substack ou sur les plateformes d'écoute de podcast que vous pourrez retrouver en ligne. Tout ça est assez simple et classique. Donc pour commencer, vous avez deviné, je vais commencer par quelques chiffres. La plupart des chiffres que je vais donner à présent sont issus du DEPS. Alors le DEPS, c'est le département d'études et de recherche du ministère de la Culture. Donc c'est du sérieux, mais aussi du site Arsena et de chiffres glanés ça et là en ligne. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. En 1995, bon, j'avais pas encore mon bac, j'étais pas encore comédien, mais en 1995, il y avait 389 300 personnes qui déclaraient travailler dans les métiers de la culture. Et en 2019, on en comptait 661 600, c'est-à-dire plus 70%. Et même les chiffres de 2020 du ministère de la Culture font monter ce chiffre jusqu'à 700 000 personnes dans le secteur culturel. Alors évidemment, un petit mot pour dire qu'est-ce que le secteur culturel? Ce n'est pas que le spectacle vivant. Le secteur culturel, ça compte également les arts visuels, l'architecture, le design, la photographie, mais aussi l'audiovisuel, et ça fait du monde, le cinéma, la production, la radio, la télévision, le spectacle vivant, la musique, le théâtre, la danse, le cirque, les conteurs, les métiers du patrimoine, les musées, les archives, les bibliothèques, les métiers d'édition, le livre, la presse, la mode, les métiers d'art, le design et le last but not least, quel accent anglais incroyable, les jeux vidéo et la création numérique, ce qu'on appelle aujourd'hui les industries créatives et qui représentent pas mal de monde. Je vais y revenir tout de suite. Oui, parce que dans ces chiffres, dans ces 700 000 personnes, il y a un chiffre, moi, qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné, c'est que les personnes professionnelles de la culture qui ne sont pas des salariés, leurs chiffres, leur nombre ont triplé entre 2007 et 2022, c'est-à-dire une quinzaine d'années. Il est passé de 92 000 personnes à 258 000 personnes en 2022. Donc ces personnes-là sont des personnes qui sont souvent en freelance, auto-entrepreneurs, enfin voilà, qui sont à leur compte. Donc on voit bien qu'il y a de nouveaux métiers qui sont en train de se créer et de nouveaux modèles économiques. Je pense notamment à ce qu'on appelle les créateurs de contenu sur YouTube, ce genre de choses, ou évidemment les personnes qui travaillent dans les métiers des arts visuels, des arts plastiques, ou, euh, ou de l'édition, les auteurs de BD qui se battent pour avoir un statut. On comprend bien pourquoi, en voyant ces chiffres, un niveau de précarité assez fort. Dans, euh, dans ces 28% des actifs, ont des contrats à durée limitée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de CDD, alors que dans la population française, on est à 15%. Dans le milieu de la culture, on est à 28% de personnes sur des contrats précaires. Euh, Tout ça m'amène au spectacle vivant, qui est quand même le sujet que je connais un petit peu mieux. Dans le spectacle vivant, on compte en 2023 251 000 personnes, permanents et intermittents, qui travaillent dans la culture, qui en font leur activité principale selon les chiffres. Et selon Arsena, il y a 67% de CDD, donc ce qu'on appelle les CDD-U chez nous, euh, et 45% des salariés du spectacle vivant sont des artistes. Donc sur ces 251 000 personnes, il y a 67% de CDD et 45% d'artistes. Voilà pour les chiffres des professionnels de la culture. Ça raconte
leur poids dans la société française. On voit bien que c'est pas un petit secteur. Ça raconte aussi évidemment une augmentation assez incroyable, un secteur en croissance depuis le début des années 80, c'est quasiment exponentiel. Et ça raconte aussi un secteur en croissance dans la précarité, avec beaucoup d'artistes qui sont dans des contrats de travail assez précaires, notamment intermittents du spectacle, mais aussi on a vu des personnes qui sont à leur compte. Alors, posons-nous honnêtement la question. Euh, Moi, je suis comédien et j'entends régulièrement, y compris des directeurs ou des directrices de compagnie, dire non, mais c'est pas possible, il y a trop de compagnies où il y a un embouteillage de spectacles. On l'a vraiment beaucoup vécu en 2020. Euh, on n'arrive pas à vendre nos spectacles. Euh, il faut qu'on en parle de cette chose-là. Et effectivement, c'est un vrai sujet. Et on entend du côté des programmateurs, c'est-à-dire des directeurs de théâtre, également ce discours-là qui commence à monter énormément, puisque quand on programme des spectacles, ben, on reçoit des mails, on reçoit des invitations pour aller découvrir de nouveaux spectacles. Et on voit bien que, surtout quand on est à cet endroit-là qui crée un phénomène d'entonnoir, des dizaines et des centaines et parfois des milliers de spectacles nous sont proposés chaque année. Euh, Pas tous évidemment d'une très très grande qualité, c'est pas du tout là le sujet, mais souvent d'une très grande qualité. Et on a l'impression qu'on est submergé sous les propositions. On peut reprocher à ces programmateurs de ne pas soutenir assez certaines compagnies, de ne pas aider l'émergence, ou alors d'aider uniquement l'émergence, de ne pas aider des artistes qui sont plutôt sur la deuxième partie de leur carrière. Tout ça crée des tensions entre nous. Euh, alors, à quoi sont dus ces phénomènes d'embouteillage? Euh, Il faut savoir que les théâtres ont eu des baisses de financement, j'y reviendrai. Donc il y a une baisse du nombre de ce qu'on appelle le nombre de levées de rideaux, c'est-à-dire le nombre de spectacles programmés. Donc forcément, quand il y a moins de levées de rideaux, eh ben, il y a moins de programmation, donc les artistes trouvent moins de travail. Ce qui est quand même assez tragique et une espèce de non-dit dans la profession sur ce qu'il est en train de se passer en ce moment. C'est-à-dire qu'en gros, on fait peser sur les seuls artistes la baisse des financements, puisque c'est pour l'instant assez rare que les théâtres baissent leur, leur fonctionnement, puisqu'on on était déjà, on va dire, en suractivité du côté des salariés des théâtres et des salles de spectacle. Donc, on baisse le nombre de rideaux. Donc, c'est les artistes qui payent la baisse de subvention en direct. Ça, c'est quand même une réalité assez tragique. Elle est tragique pour tout le monde, mais c'est vrai que pour une compagnie indépendante, c'est toujours assez dur à vivre. Ensuite, qu'est-ce que ça raconte, ce discours-là sur le trop d'artistes? Euh, pour ce qui me concerne, j'ai vraiment l'impression qu'on a un peu du mal à politiser les enjeux. C'est-à-dire que on, on reste bloqué sur une analyse économique de la situation, sur des flux de produits à vendre, à acheter, sur des acheteurs qui ont trop de propositions, trop d'offres, sur des vendeurs qui n'ont pas assez d'acheteurs, mais on ne se questionne pas sur pourquoi on a autant d'artistes et comment faire pour que ces artistes trouvent une place dans notre société. Euh, on est face à un choix de société et je me suis interrogé sur le pourquoi il y a de plus en plus d'artistes malgré cette situation de précarité. D'abord dire que la situation de précarité, elle n'est pas pour l'ensemble du secteur professionnel de la culture. On voit bien que dans certains endroits, certains secteurs, le cinéma, le secteur des musiques plus mainstream, etc., il y a du travail, il y a de l'argent. Il y a d'ailleurs des gens qui se font beaucoup d'argent dans le secteur de la culture. Ça repose toujours sur des salariés précaires, mais c'est un secteur en forte croissance, donc il y a des gens qui vivent et qui vivent bien de ces métiers. Ensuite, question un peu plus profonde, pourquoi il y a de plus en plus d'artistes, de créateurs, de gens qui travaillent dans la culture en France dans les 40 dernières années? Alors, j'ai trouvé un autre chiffre que je trouve vraiment très intéressant. Chaque année, on a 75 000 nouvelles associations qui sont créées. Dans ces nouvelles associations, qui rejoignent les associations déjà actives, donc on arrive en 2022 à 1,4 à 1,5 million d'associations actives, 1,5 million d'associations actives en France,
Et dans ces 1,5 million d'associations actives, 300 000 associations, soit plus de 20%, sont des associations culturelles, nous dit le DEPS du ministère de la Culture. Donc, en 2018, 289 000, pour être précis, associations culturelles en France. C'est un mouvement de fond. Ce mouvement de fond, les chiffres que je trouve encore plus parlants, et qui parlent des bénévoles et des personnes qui sont adhérents à ces associations, on compte 3,5 millions de personnes qui participent bénévolement à ces associations culturelles, et on compte 14,7 millions de membres pour ces associations culturelles en 2018. Je trouve ces chiffres absolument incroyables si on les compare au nombre de salariés, qui ne sont pas tous évidemment dans les associations, mais en nombre de citoyens impliqués dans la vie culturelle. 14,7 millions de personnes qui sont membres d'associations culturelles. Alors évidemment, il y a mille et une manières d'être membre d'une association culturelle. Ça peut être la MJC de votre village, la chorale dans laquelle vous participez, la fanfare. Ça peut être aussi des ateliers d'écriture, des espaces de rencontres. On pense aussi aux radios associatives. Enfin, voilà. Il y a tout un tas d'associations. L'organisation des festivals, les bénévoles dans les festivals. On est tous imprégnés au quotidien de cette vie associative culturelle très très riche. Et je trouve que cette augmentation du nombre d'associations culturelles, c'est colossal. C'est-à-dire que on est passé au début de la décentralisation culturelle, on parle de moins de 30 000 associations culturelles. Donc là, on arrive à 300 000. Vous imaginez bien qu'entre le moment où Malraux euh, essaye de structurer la décentralisation culturelle et aujourd'hui, la société française a complètement changé. Et c'est de ça dont je voulais parler, juste dire que la société française, c'est aussi une société française qui est mieux formée, des gens qui font plus d'études, et puis une vie culturelle qui s'est diffusée, tout simplement, c'est-à-dire qui s'est diffusée et structurée. Parallèlement à cette professionnalisation des milieux du spectacle vivant, de la musique, du cinéma, du jeu vidéo, etc., on a vu en France un peuple culturel, si j'ose dire, qui, au quotidien, participe à des activités. Et ce dynamisme culturel français, il est aussi porté par une société qui est en mouvement. Malheureusement, bien souvent, les Français ne sont pas toujours au courant du lien entre la vie culturelle professionnelle et leur vie culturelle au quotidien, puisqu'on a tous évidemment une culture et on a même parfois des cultures, et on est capable comment dire, d'avoir nos propres sensibilités, nos propres rapports à la poésie et à la beauté dans nos quotidiens, mais on ne fait pas forcément le lien sur le fait que est-ce que les artistes, ça a quelque chose à voir avec ma vie culturelle. Et bien souvent, on a des gens qui ont des pratiques culturelles dans leur quartier, dans leur village, et qui vont s'en prendre aux artistes, aux intellectuels, aux journalistes, comme une classe sociale à part. Alors que quand on analyse les chiffres, on voit bien que les choses sont très souvent articulées, et c'est parce qu'il y a une vie culturelle riche partout sur le territoire qu'on a aussi besoin de gens qui écrivent des romans, de gens qui écrivent des films, de gens qui produisent des vidéos sur YouTube. Ça enrichit notre vie culturelle dans nos quartiers, dans nos villages. Donc tout ça est, pour le dire très rapidement, une bonne nouvelle. Donc un petit mot avant de répondre un peu plus précisément à cette question, y a-t-il trop d'artistes? Sur le pourquoi il y a trop d'artistes, on voit bien que le pourquoi, c'est quelque chose de plus profond qui traverse notre quotidien. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est justement cette volonté de diviser nos vies culturelles et de s'en prendre à nos droits culturels, notre droit qu'on a à vivre une vie culturelle riche. D'une part, en marchandisant ce désir-là de culture, en faisant un produit comme un autre, en mettant en compétition les artistes, les créateurs, en mettant en compétition les œuvres, notamment dans l'espace numérique. On voit bien que cette course au libéralisme et à la mise en compétition crée de la précarité et s'attaque à cette tendance lourde et pourrait bien enrayer cette chose plutôt positive qui est plus d'artistes dans la société, pourrait être attaquée par cette volonté libérale qui s'articule à un double discours. D'une part, on met trop de subventions dans la culture, donc on voit bien les baisses de subventions dans les Pays de la Loire, par exemple, où l'argumentaire de Madame Morancé
pour supprimer la quasi-totalité des fonds culturels de la région Pays de la Loire était de dire si les artistes sont bons, ils n'ont pas besoin de subvention. En quelque sorte, les meilleurs survivront. Donc, appliquons la loi du marché à la culture et ce qui en sortira, c'est forcément les meilleurs artistes. Évidemment, tout ça est bien ridicule puisque s'il y a les meilleurs artistes, si la France produit des artistes incroyables, comme on l'a vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, c'est parce qu'il y a tout ce tissu associatif, de services publics de proximité, de théâtre, d'écoles de théâtre, etc., subventionnés. D'ailleurs, Thomas Joly, qui a fait la mise en scène et la création de cette cérémonie, le disait très bien qu'il était un pur produit du théâtre public français. Euh, donc il y a une attaque d'une part d'une baisse de subventions, de par globalement cette dette dont on pourrait revenir dessus, mais en tout cas les baisses de budget des collectivités et de l'État s'en prennent directement aux associations de proximité, à tout ce qui fait le dynamisme culturel français. Et d'autre part, on a une attaque de l'extrême droite qui mène une bataille culturelle sordide, bataille culturelle qui se fait d'abord euh, de la même manière que la droite. Hein. Dans le mot extrême droite, il y a le mot droite. Hein. Donc il n'y a pas besoin de subventionner, ça nous coûte trop cher, il faut faire baisser les impôts, donc on arrête de subventionner les artistes. Et bataille culturelle qui se joue sur le terrain de la morale et des idées. Et donc ces artistes sont des éco-terroristes woke et leurs œuvres sont dégénérées et apprennent à nos enfants la, la question queer et la question du genre, voilà, pour le faire très très rapidement, d'une manière très caricaturale. Ces attaques-là sont des attaques qui vont avec un pendant qui est notre culture nationale, notre identité nationale, notre récit national doit rester sur le devant de la scène. Donc on va subventionner des reconstitutions historiques qui n'ont d'historique évidemment que le nom, puisque souvent elles réécrivent le récit national de manière complètement à côté des concepts historiques scientifiques. Hein. Mais on voit bien qu'il y a une bataille culturelle qui est en train de se jouer en France sur qui va raconter les histoires et quelles histoires on va nous raconter. Et cette bataille culturelle, elle a pour terrain l'ensemble des champs culturels que j'ai cités au tout début de ce podcast. C'est-à-dire que l'extrême droite s'infiltre dans la production cinématographique, dans l'organisation des festivals musique actuelle qui sont propriétés de milliardaires souvent affiliés à l'extrême droite, dans le milieu du roman. Je vous conseille le très beau, la très belle mobilisation du collectif Débordé Bolloré, où on voit très bien que les grandes maisons d'édition françaises sont attaquées de toutes parts et que l'extrême droite est en train de prendre la main sur les directions éditoriales et que petit à petit, les grandes maisons d'édition françaises sont complètement gangrénées de l'intérieur par cette propriété par des milliardaires d'extrême droite. Et on voit même dans le théâtre français ou dans la création française des pressions sur les programmations, parfois dans les collectivités locales, les théâtres municipaux qui ont des pressions des élus d'extrême droite de proximité pour ne pas programmer tel ou tel spectacle et plutôt programmer celui-ci. Donc il y a une bataille culturelle et l'argument il y a trop d'artistes est aussi un argument dans la panoplie de la bataille culturelle qui s'appuie notamment sur des baisses de financement. Donc, il faut veiller, il me semble, alors le il faut est un petit peu, un petit peu fort, mais en tout cas, ce que je me dis moi aujourd'hui, c'est il faut aussi qu'on raconte cette bonne nouvelle. Pourquoi il y a trop d'artistes et pourquoi c'est pas si mal qu'il y ait beaucoup d'artistes dans la société. Pourquoi il y a trop d'artistes, pourquoi il y a beaucoup d'artistes et pourquoi c'est pas si mal qu'il y ait beaucoup d'artistes dans la société. La société française est en plein mouvement. Toutes les études sociologiques montrent que même si dans les urnes, on a l'impression parfois que le racisme gagne, que l'islamophobie gagne, que l'homophobie gagne, dans la réalité de la société française, et pas dans les moments électoraux, on a une société française qui s'émancipe, se libère, se cultive, et trouve les moyens dans la vie culturelle d'être plus grande. Quelques exemples au passage de cette bonne nouvelle et de cet art dans la vie qui fait que la vie est un petit peu plus riche et plus juste. Euh, Qu'est-ce qu'auraient été les MeToo, le MeToo inceste, sans
les œuvres d'art, sans les romans. Qu'est-ce qu'aurait été le MeToo sans les films et les œuvres théâtrales qui aujourd'hui racontent ce qui a été longtemps nommé comme une révolution de la prise de parole, mais qui est surtout une révolution de l'écoute sur les droits des femmes et la lutte plus générale contre le patriarcat. Les œuvres d'art ont permis à la société d'avancer plus vite. Je pense aussi dans les mobilisations climatiques, combien d'œuvres et combien de créations, que ce soit en matière de podcasts, de romans, de films, je pense même à des films plus mainstream comme Don't Look Up, qui a permis d'œuvrer à une prise de conscience de l'urgence climatique par nos concitoyens. Donc l'art est utile, j'allais dire en termes politiques, mais de manière plus large, de l'art dans la vie, c'est aussi dans nos quotidiens avoir des espaces pour se rencontrer, parler de sujets, s'exprimer, débattre sur des sujets. Aller voir un spectacle, c'est aussi en parler ensuite avec nos amis autour d'un verre, mais c'est aussi organiser des bals, danser ensemble, chanter ensemble, découvrir des chansons qui vont nous bouleverser à un moment où on en a besoin dans notre vie, de manière plus intime, plus psychologique. En fait, la société est en train de grandir, elle tente de se comprendre, de s'émanciper, peut-être d'être un peu moins raciste, avoir un peu moins de préjugés, de se libérer des choses qui nous ont été transmises parfois de manière évidemment insidieuse dans nos quotidiens. L'art et la culture permettent ces choses-là et elles permettent cette chose-là dans un aller-retour. Les artistes ne sont pas en dehors de la société, ils sont au cœur de la société et ce sont juste les artistes des citoyens qui ont fait métier de ces sujets-là. Mais on voit bien dans la société, et les millions de personnes impliquées dans les associations culturelles le montrent, les Français sont de plus en plus un peuple de créateurs. Ils ont le droit à la beauté, ils ont le droit à participer à ce récit, à cet imaginaire, à cette mise en intelligence, à cette expression de toutes nos cultures, quel que soit l'endroit d'où on vienne, nos religions, nos différents métissages, notre créolisation. On est tous des acteurs de la vie culturelle et de nos vies culturelles. Donc qu'il y ait beaucoup d'artistes, beaucoup de gens qui travaillent dans la culture, c'est juste le signe que nous tous, dans notre société, on est plus nombreux à avoir envie de participer à un récit qui soit un récit plus émancipé et plus joyeux. Donc, y a-t-il trop d'artistes? Eh bien, non. Par contre, il y a trop d'artistes précaires, trop de professionnels de la culture précaire, mais c'est aussi le cas dans beaucoup de secteurs de la société. Donc, sur tous ces sujets-là, j'y reviendrai. Mais non, il n'y a jamais trop d'artistes. Il faut leur trouver des espaces de diffusion nouveaux. Il faut mettre de l'argent pour que ces spectacles soient diffusés partout sur le territoire, parfois de manière originale, dans des lieux non dédiés. Il y a assez d'artistes, mais il n'y a pas assez de diffusion artistique pour que ces artistes aient des métiers moins précaires. Il faut élargir la diffusion partout, dans les associations, dans les EHPAD, dans les prisons, dans les associations de quartier, de village. Il faut mettre de l'art dans la vie et de la vie dans l'art. Merci beaucoup de m'avoir écouté pour ce long podcast. Vous pouvez le partager autour de vous, ça serait vraiment très très sympa. Vous pouvez vous abonner à la newsletter Parage Culture Société sur Substack. Et je vous dis à la prochaine.